RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec notre invité, avec Véronique Rigolet, Éric Ciotti, donc député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Et puis dans l'équipe Fillon, bien sûr, vous vous occupez notamment de sécurité et vous vous êtes chargé des faits, des chiffres et des arguments. Voilà pour votre job. Donc on a évoqué la primaire de la gauche, on a évoqué le programme de François Fillon. On va évoquer ce qui est en train d'émerger chez les Républicains, c'est des frondeurs. Mais oui, il y en a aussi à droite. On entend Estrosi, on entend Dati, on entend Wauquiez. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai évoqué la petite phrase de Fillon sur certains qui avaient leur vapeur, eh bien, on va en écouter un. C'est Christian Estrosi, c'était cette semaine à Nice. On ne gagnera pas sans s'adresser aux millions de Français délaissés. En tant que gaulliste social, je veux à ce sujet nous mettre tous en garde. Que le mot social n'est pas une grossièreté. Ce mot appartient autant à la droite qu'à la gauche. Alors voilà, la question, c'est est-ce que François Fillon, vous parliez d'un meeting, d'un grand meeting un peu fondateur, donc dimanche prochain, en pleine primaire de la gauche, est-ce qu'il va mettre un peu de goutte à goutte social dans son projet ? Mais il y a déjà du social dans son projet. Je dirais que c'est même l'essence même de son projet, lutter et réduire le chômage, même supprimer, au-delà de ce qu'on appelle le chômage frictionnel, supprimer cette spécificité française qui fait qu'on a 2 ou 3 fois plus de chômeurs que dans les grands pays concurrents de la France. Est-ce que ce n'est pas une démarche sociale? C'est essentiellement une démarche sociale. Vouloir créer des emplois, vouloir donner du travail, si ça, c'est pas une démarche sociale, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est même le sens premier de son projet. Véronique le rappelait tout à l'heure, 500 000 fonctionnaires, c'est assez violent en 5 ans, alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a... Non, c'est pas violent, ça représente aujourd'hui un peu moins de 10% de la fonction publique, c'est même plus près de 8%. Il y a 5 600 000 fonctionnaires dans notre pays. Ça veut dire que 600 000 partiront à la retraite. On a un effort important qui doit être fait, mais qui est totalement réaliste et réalisable. Je l'ai fait. Je préside le département des Alpes-Maritimes. On a diminué dans la même période précédente d'environ 10% les effectifs. Et il n'y a pas une baisse de la qualité de service public. On ne va pas supprimer des fonctionnaires. Il n'y a pas des fonctionnaires qui verront leur contrat, leur statut altéré. Le statut de la fonction publique prévoit qu'un fonctionnaire, il est recruté à vie. C'est simplement ceux qui vont partir en retraite. Il y aura une organisation telle qui feront qu'on ne remplacera pas tout le monde et de façon très responsable et en fonction des secteurs où il y a moins de besoins que d'autres. Éric Ciotti, expliquez-moi alors, Laurent Wauquiez, Christian Estrosi, Rachida Dati qui dit attention, on va droit dans le mur. Tous ces gens-là qui sont également vos amis, hein, ils n'ont pas compris à quel point le programme de François Fillon est social, c'est ça? Chacun s'exprime. Pourquoi il s'exprime comme ça et aujourd'hui? On n'est pas dans une caserne, chacun s'exprime, mais la seule parole qui compte, c'est celle de François Fillon. C'est lui qui a gagné la primaire, c'est lui qui est dans ce lien particulier entre les Français on pas dans une caserne, et un candidat. Et donc, c'est lui qui fixe la ligne. Voilà. Et je crois que notre devoir, c'est d'être derrière lui, de le soutenir, de l'aider pour qu'il gagne, parce que sa victoire sera celle de la France et on n'a pas droit à l'erreur. Donc moi, je souhaite vraiment que tout le monde ait ce sens des responsabilités. Est-ce que c'est interdit de lui proposer certaines choses dans différents... On ne va pas parler de courant chez vous, parce que sinon, c'est la fin des haricots. Chacun lui fait des propositions. Nous sommes nombreux à formuler des propositions. J'en fais personnellement sur les questions d'immigration. Je lui en ai proposé. Il en a retenu certaines. J'en fais sur les questions de sécurité. C'est en débat actuellement. Oui. C'est comme cela qu'on aide, qu'on peut accompagner François Fillon. Mais après, c'est le candidat à la présidence de la République qui décide. Mais est-ce que pour autant, il faut le suivre aveuglément? Est-ce qu'il ne peut pas un peu... On sait qu'il ne touchera pas à son programme. Il l'a dit, il l'a redit. Vous en faites son porte-parole. Est-ce qu'il peut arrondir un peu les angles? Il y a quand même des gens, à nouveau, je ne vais pas les citer, mais qui disent, voilà, un peu plus de rondeur. Parlons un peu à l'électorat populaire. Ce débat,
qui est d'abord un débat médiatique un peu étrange. C'est pas nous qui l'avons lancé, vos marqueurs, et ça vient de votre part. On reproche aux élus, aux hommes politiques, aux responsables publics, aujourd'hui, la perte de crédibilité de leurs paroles. Et c'est vrai que dans le regard des Français, c'est un problème majeur. Et vous invitez en même temps celui qui a été élu sur un projet, vous l'appelez, vous ne l'invitez pas, à changer immédiatement au lendemain de cette élection. François Fillon a gagné sur il a gagné sur 4 millions. Il a gagné. Oui, il y a des dizaines de millions. C'est pas rien. Oui, mais c'est pas rien. Comme le disait Véronique tout à l'heure, quand on gagne ce projet, il était celui d'un homme qui allait être candidat à la présidence de la République. Donc, c'est le même débat aux États-Unis avec Trump. J'entendais un de vos confrères disant « Ah, c'est extraordinaire, c'est ahurissant. Trump a tenu le même discours après l'élection qu'avant. » Eh bien, je crois que la vérité en politique, la crédibilité, c'est de dire les choses avant et de les faire après. C'est ce que propose François Fillon. Ça peut vous surprendre. C'est peut-être inédit, mais en tout cas, je crois qu'il gardera le cap parce qu'il est fait comme ça. Et moi, je lui conseille de garder ce cap parce que le pire serait de donner un autre visage au lendemain d'une élection. Il a gagné sur un projet. Maintenant, il s'adresse à tous les Français, mais avec la même conviction que son projet est le bon. Parce que s'il changeait, ça voudrait dire qu'il n'a pas dit la vérité précédemment. Non, il a dit la vérité sur la situation du pays. Il pourrait y avoir quelques inflexions. Il a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait, je crois, « Les Français doivent supporter la vérité ». Oui. Ben, c'est le sens mais de Fillon son également, j'imagine. Et maintenant, sa tâche, c'est aussi de rassembler. Donc, il avait son projet, il a gagné avec. Rien ne l'empêche. On rassemblera, on rassemblera sur la force de conviction, quand les Français auront très majoritairement, et ils auront cette conviction, plus que la conviction, la certitude que c'est ce projet qui va redresser. Vous n'avez pas répondu à la question de Véronique, de savoir s'il y avait des frondeurs chez vous. Non, je ne crois pas qu'il y ait des frondeurs. Vous les appelez comment à droite alors? Parce qu'à gauche, on les appelle les frondeurs. Non, à droite, je crois que ce n'est pas l'esprit de notre famille politique. On a un candidat. La gauche aura 3 ou 4 candidats. 4. Monsieur Mélenchon, le candidat du Parti socialiste, sorti de cette primaire un peu bancale. Il y aura Monsieur Macron, qui est le candidat qui finalement sera dans cette primaire sans doute le plus proche de Monsieur Hollande. Peut-être un candidat écologiste, ne l'oublions pas aussi. Donc il y aura une gauche éclatée. Nous n'avons qu'un candidat de la droite et du centre lors de l'élection présidentielle, c'est François Fillon. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une dispersion, qu'il y a des frondeurs. Voilà. Après, il y a des expressions, et pourquoi pas, de personnes qui expriment leurs sentiments. Voilà. C'est leur droit. Mais moi, j'appelle à l'unité, j'appelle au rassemblement derrière François Fillon. Oui, mais est-ce que ces appels à l'unité, ça ne couvre pas justement ces cris d'alarme lancés par certains des vôtres? Quand Rachida Dati dit « on va droit dans le mur », si on va jusqu'à la fin de la phrase, ce que disent les autres, c'est on ouvre également un boulevard pour le Front National qui séduit ces classes populaires. Il faudra bien le battre, le Front National. Vous connaissez le contexte dans lequel elle a tenu ses propos. C'est un contexte très parisien. Règlement de compte sur l'arrondissement. Voilà, on est assez loin de la démarche et du projet pour la France. Ce qui nous importe, encore une fois, c'est la capacité à redresser le pays. Laurent Wauquiez a dit combien il souhaitait la victoire de François Fillon. Christian Estrosi l'a dit également. Et je crois d'ailleurs que ces messages, peut-être parce qu'ils ont été mal compris au départ, se sont plutôt atténués. Vous le constatez de vous-même aujourd'hui. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde est derrière François Fillon sans ambiguïté. Oui. Donc, il y a les sujets aussi vous disiez 4 millions de votants, mais la France en compte plus de 60 millions. Bon, tous ne vont pas voter. Non, mais il n'y a pas 60 millions de votants, mais oui, c'est ce que je viens de dire. Mais il y a une classe populaire qui est là, on le voit, mais qui est allée chez Marine Le Pen. Donc, l'un des sujets aussi fondamentaux. Nous verrons bien. Oui. Nous verrons bien si elle va chez Marine Le Pen. Il y a une élection, ne préjugez pas. Vous avez raison, justement, notre combat, c'est faire en sorte que cet électorat... Qu'est-ce que c'est un électorat populaire? Moi, je m'adresse aux Français. Il n'y a pas qu'une France en Lodène, Éric Ciotti, c'est ça que je veux vous dire. Bien entendu. Il n'y a pas qu'une France en Lodène qui manifeste contre la manif pour tous. C'est ça que je veux vous dire. La France, elle est multiple. Il y a beaucoup de Français modestes qui ont voté pour François Fillon lors de la primaire. Il y en aura encore beaucoup plus qui voteront pour lui lors de la présidentielle. Alors, la France n'est pas protéiforme. Donc, on sait que le score de Marine Le Pen est assez haut. Dans la dernière étude Cevipof, elle était en tête. En deuxième,
deuxième Fillon, en troisième Macron. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Non. Comment vous allez aller repêcher l'électorat Le Pennis? On sait qu'il y a une fracture entre les Le Pen du Sud et du Nord. Bon, le Nord est plus, on va dire, social. On voit que François Fillon durcit le ton sur l'immigration, il veut renégocier la directive sur les travailleurs, la suppression d'aides d'État. Est-ce que là-dessus, on voit bien quand même qu'il y a une petite course à l'échalote qui va forcément arriver? Il n'y a pas de course à l'échalote. D'un côté, il y a un programme, un bien projet, une posture totalement irresponsable. Encore une fois, la clé, c'est la vérité. Dire la vérité à ses électeurs. Si le programme de Mme Le Pen, par malheur, venait à être appliqué demain à la tête du pays, la France serait à genoux en quelques jours, en quelques secondes, en quelques semaines. Aujourd'hui, le programme... Peut-être même en quelques secondes, parce que les effets d'un Front National à la tête du pays seraient catastrophiques immédiatement. L'image envoyée au monde entier serait dévastatrice. Le programme économique, si on peut s'y arrêter quelques instants, de Mme Le Pen, c'est très exactement, quasiment au mot près, le programme économique de M. Mélenchon. Donc il faut que ces électeurs mesurent les conséquences de l'application de ce programme. Vous me dites comment reconquérir ces électeurs? D'abord, il y a la crédibilité. Avoir un président de la République fort, qui dise la vérité, qui respecte ses engagements, qui représente la France avec hauteur, là encore, qui peut imaginer Mme Le Pen dans les débats internationaux, comme on le disait tout à l'heure, qui peut imaginer M. Mélenchon, qui peut imaginer M. Macron. On a besoin d'un président de la République fort. Et on a besoin d'un président qui incarne aussi cette autorité, républicaine. Oui. L'autorité républicaine sur les sujets liés à la sécurité, au terrorisme, à l'immigration. Je crois que François Fillon a fait des propositions très fortes et qui sont de nature à convaincre. Moi, je pense que le Front National va baisser considérablement lors de cette élection. J'ai deux questions d'actualité à vous poser. La première, c'est Claude Guéant qui a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme, pour ses affaires de primes en liquide. Ça a été longtemps le secrétaire général de l'Élysée, le Mazarin, celui qui était tout puissant à l'Élysée. Aujourd'hui, il va passer... Bon, sans doute pas, mais en tout cas, par la case prison. Va-t-il faire son année de prison? On verra. En tout cas, votre réaction là-dessus? Claude Guéant, la roche tarpéienne est toujours proche du Capitole, hein. Un sentiment de tristesse, bien sûr. Pourquoi de tristesse? J'ai du respect pour Claude Guéant. Mais il s'est pourvu en cassation, donc ne commentons pas une décision qui n'est pas définitive. Mais vous êtes triste, vous dites, pour lui. La deuxième question, et après on passera à l'international, la deuxième question, c'est Fessenheim, donc avec EDF, le conseil d'administration qui a voté la fermeture donc anticipée de la centrale de Fessenheim, et là, François Fillon n'est pas d'accord. Ce vote est un scandale. Et plutôt cette décision imposée par M. Hollande au conseil d'administration d'EDF, du moins à son président, puisque le vote a été acquis grâce à la voix prépondérante de M. Lévy, le président directeur général d'EDF, sur injonction de l'Élysée. Ce vote aura des conséquences graves parce qu'il marque le démantèlement de la filière nucléaire française. La filière nucléaire française, c'est un gage d'indépendance, c'est un atout essentiel pour notre pays. C'est un gage aussi d'une qualité environnementale très forte. On voit les effets que produisent les centrales thermiques en Allemagne, notamment, on parle de pollution aujourd'hui sur notre pays. Donc, François Fillon l'a dit, s'il est élu président de la République, il fera en sorte que Fessenheim reste ouvert selon les recommandations de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est là la réalité. Il n'y a pas de problème de sécurité. L'ASN l'a dit. Alors, François Fillon était donc à Berlin hier pour rencontrer Angela Merkel, pour parler de sa vision de l'Europe et pour la redresser, cette Europe, face aux défis, face à Trump, face à la Russie. Et justement, écoutez ce qu'il disait à propos de Vladimir Poutine. Plus on isole la Russie, plus elle use de sa puissance de façon unilatérale et plus elle bascule vers l'Asie. Je vous dis mes convictions. La Russie a, selon moi, vocation à être un partenaire majeur des nations européennes. Alors là-dessus, effectivement, la Russie est en Europe, en tout cas, enfin la moitié, jusqu'à l'Oural. Certes, il faudrait que
pour parler avec Poutine, il faudrait certes qu'il se comporte en Européen démocrate. Est-ce que, à entendre Fillon, est-ce qu'il partagerait, Poutine, les valeurs démocratiques européennes, pour lui parler? Chaque pays est différent. La Russie a une histoire, l'histoire d'une grande nation, qui a une pratique démocratique, on va le dire, qui est très différente de la nôtre. Et encore aujourd'hui. Mais si on ne parlait qu'avec les gens qui nous ressemblent totalement, on ne parlerait pas à grand monde. Donc le monde est ainsi fait, et la diplomatie, justement, c'est l'art de parler avec ceux qui sont différents pour essayer de trouver une voie qui soit celle qui nous conduise à la paix. L'enjeu, il est là aujourd'hui. Il a réussi à convaincre la chancelière François Fillon sur la nécessité de dialoguer avec Poutine, voire même de lever les sanctions. Elle lui parle évidemment, même je crois qu'il a réussi. De lever les sanctions contre Moscou, elle y reste très opposée. Ce qu'il a réussi, ce qu'il a voulu dire à Angela Merkel, c'est que la France était de retour. La France a disparu depuis 5 ans. Elle était dans une forme de vassalité avec l'Allemagne, tellement elle était faible. Je ne dis pas que ce soit le choix de ceux qui nous gouvernent, mais la conséquence des politiques qu'ils ont conduites nous a placés dans une situation de dépendance, de vassalité. L'écart avec l'Allemagne, au plan économique, s'est creusé de façon gigantesque au cours de ces 5 dernières années. Donc la voie de la France, le couple historique franco-allemand à la tête de l'Europe, n'a plus fonctionné parce que dans un couple, il faut être 2 et la France avait disparu. Donc ce qu'a voulu dire François Fillon à la chancelière allemande, c'est que la France était de retour et que nous avions des divergences fortes, notamment sur cette question de la relation avec la Russie. Est-ce que la politique européenne a été un succès vis-à-vis de la Russie? Est-ce qu'on a pénalisé la Russie et est-ce que ça a fait changer de position la Russie? La réponse est non. On s'est pénalisé nous-mêmes, on a pénalisé nos agriculteurs. Pour autant la chancelière allemande ne veut pas lever de sanctions contre Moscou non plus. On a exacerbé le nationalisme russe qui s'est manifesté de différentes formes. Donc cette politique a été un échec, il faut en changer. Deuxième point de divergence majeur, c'est la question des politiques migratoires, où l'Allemagne a fait fausse route. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Le message d'ouverture qui a été lancé est un message qui a conduit à l'arrivée massive de migrants et donc à plus de drames en Europe. Depuis que ce message d'ouverture a été lancé en septembre 2015, est-ce qu'il y a eu plus de morts ou moins de morts en Méditerranée? Hélas, la réponse est beaucoup plus de morts. Oui, ça devait être la grande réconciliation du couple franco-allemand. Pour autant, on a surtout mesuré les divergences sur la Russie, sur le gouvernement de la zone euro, sur la question migratoire. Pour un couple nouveau, ça fait déjà beaucoup de sujets de divergence. L'amitié, elle se bâtit sur l'équilibre. Oui. Voilà, encore une fois, il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres et un autre qui doit obéir. La France est un grand pays, qui siège au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a une histoire, qui a une puissance militaire, qui a une force diplomatique. On a décroché au plan économique. Il faut combler ce retard aujourd'hui pour qu'on ait une crédibilité qui soit restaurée. Et en même temps, on a une voix à faire entendre et non pas être dans un suivisme permanent. La fin du suivisme a été sifflée par M. Fillon à Berlin. L'Allemagne appuyée sur l'axe franco-allemand, oui, tout le monde le dit, personne ne va porter plainte là-dessus, mais François Fillon, il est souverainiste. Mais donc, enfin, il l'a été, l'est-il encore? Il a voté contre Maastricht. Il a voté contre Maastricht. Est-ce qu'il est... Il est européen d'abord, pour lui c'est l'Europe d'abord ou c'est la France d'abord? Parce qu'un vrai Européen, c'est l'Europe d'abord. La France est au cœur de notre engagement, bien entendu. Moi je suis, comme François Fillon, d'abord français. Mais la France a besoin d'une Europe forte. Et aujourd'hui, l'Europe est en grand danger parce que l'Europe a montré sa faiblesse. On voit ce qui se passe avec le Brexit. On voit la question qui a été associée à la Grèce, aux problèmes économiques, aux problématiques économiques. On voit qu'une Europe qui a été incapable de nous protéger du terrorisme, une Europe très naïve en matière migratoire. Donc il faut refonder l'Europe sur ces sujets pour redonner confiance à l'Europe parce que la France a besoin de l'Europe. Merci. Merci beaucoup Éric Ciotti d'avoir été notre invité. Merci Véronique Rigolet. Et un remerciement à Pauline Hellman et Audrey Yattoni et à toute l'équipe technique pour avoir fait cette émission en direct. Merci.